Bonjour pour le Café du Commerce, nous sommes toujours là. Sandrine Lefeur, Bonjour. députée Renaissance, Jean-Jacques Urvoas, professeur à l'UBO, ancien garde des Sceaux, Pierre-Yves Cadalin, la France Insoumise et la liste Union Populaire. Union Populaire, vote sous le 9 la juin. houlette de Manon Aubry et Tristan Fauveau, donc premier secrétaire du PS dans le Finistère. Alors, on va parler un peu de la politique agricole. Donc là, le gouvernement a fini par présenter sa loi qu'il avait retirée au moment de la crise. Bon, la crise n'est pas vraiment terminée. Qu'est-ce qui ressort vraiment de saillant? Essayez de me faire une synthèse un peu pugnace de cette loi. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, à part essayer de calmer le jeu? Ouais, donc on a deux choses qu'on apporte de nouveau dans cette loi. C'est la définition de la souveraineté alimentaire qui va permettre, en cas de litige, aux juges de pouvoir s'appuyer dessus. Et puis tout un volet simplification, notamment, on en a beaucoup parlé sur les haies, sur l'eau, et puis évidemment les volets orientation, formation et installation, transmission qui ont été conservés. J'ai fait une synthèse très rapide, mais je peux développer sans problème. De toute façon, ils vont être contre. Alors, Tristan Fauveau, est-ce que le compte y est? Est-ce que la colère paysanne est calmée? Je ne suis pas contre, par principe, contre une loi d'orientation agricole. Simplement, la première version avait été présentée en décembre, elle avait été repoussée au moment de la crise agricole. Et là, le sujet, c'est que cette loi, qui est un peu fourre-tout, un peu bavarde, paradoxalement, passe à côté de tous les sujets qui avaient été au cœur des revendications des agriculteurs. Il n'y a rien sur les revenus, ce qui pourtant est une des conditions. Pour assurer le renouvellement des générations, vous commencez par là, ça peut être pas mal. Aucun volet foncier dans la loi. Faux. Et quand on parle de simplification administrative, à vrai dire, c'est pas des mesures de simplification administrative, c'est des mesures de restriction des possibilités de recours des associations environnementales. Et d'ailleurs, l'avis du Conseil d'État... Ça, c'est peut-être pas plus mal, non? En tout cas, l'avis du Conseil d'État estime qu'a priori, ces mesures seront jugées inconstitutionnelles. Donc cette loi est fourre-tout, elle est un peu bavarde. Vrai, le Conseil d'État nous a habitués à nous surprendre, pas forcément dans le bon sens. Jean-Jacques Urvoas, quand on est gouvernant, vous l'avez été, c'est pas si facile. C'est plus facile d'être dans l'opposition. Là, le gouvernement est confronté à une crise qui est multiforme, avec un ressenti dans l'opinion avivé sans doute par les chaînes d'information. Est-ce que vous trouvez qu'il s'en est plutôt bien tiré? Ça a été un peu l'épreuve du feu pour Gabriel Attal. Bon, maintenant, c'est plus compliqué. On va venir à l'assurance chômage. Mais là, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a marqué quelques points? Il reste quand même assez haut dans les sondages. L'art de gouverner est quelque chose qui est très compliqué, singulièrement en France. Et il me semble que ce qui est de plus en plus difficile, c'est d'anticiper. Les gouvernements aujourd'hui sont des gouvernements à réaction, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent rien. Je suis d'ailleurs assez intéressé de voir que le président de la République perpétuellement est présenté comme le maître des horloges. Mais la vérité de son quotidien, c'est qu'il court après les crises qui ne cessent de s'empiler. Et donc sur ce texte-là, qui est donc présenté aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement a eu le temps de le préparer, puisque justement, il l'a annoncé comme forme de réponse, qui est d'ailleurs toujours générateur d'une forme de déception. Parce que je suis convaincu que les agriculteurs ne trouveront pas dans cette loi tout ce qu'ils en espéraient, peut-être d'ailleurs parce qu'ils y projetaient des éléments que le gouvernement n'a jamais dit qu'il y mettrait. Mais au moins, en tout cas, créditons, mais j'ai entendu ce que disait Tristan Fauveau à l'instant, créditons le gouvernement d'avoir eu le temps de travailler. S'il y a des mesures qu'il propose qui sont anticonstitutionnelles, ça devient dommageable, puisque ça va finir par devenir une habitude, puisque c'est déjà le cas sur les retraites. On va voir. Verra. Le Conseil d'État, en général, ne parle pas pour ne rien dire. Oui, mais est-ce qu'il parle le Conseil d'État fait un exercice... Non, mais pour que vos téléspectateurs comprennent bien, c'est que le Conseil d'État fait un exercice de divination. C'est compliqué. Il dit ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Donc en soi, ce n'est pas une certitude. Enfin, c'est ce que les juristes appellent un faisceau d'indices concordants. Bon, Pierre-Yves Cadalin, vous pouvez en mettre une petite couche, mais pas trop non plus, parce que sinon la pauvre députée va se trouver accablée. Oui, non, mais c'est surtout aujourd'hui les agriculteurs qui sont accablés et globalement l'agriculture française qui est en crise, puisqu'il faut imaginer que 20% des agriculteurs seulement ont moins de 40 ans. Donc il y a un enjeu énorme sur l'installation et le texte sur l'installation n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur pour une raison structurelle, c'est qu'il n'est pas... le seuil de pauvreté quand même. Non, mais il y en a un bon nombre. Misérabiliser la profession. Non, mais il y en a un bon nombre. Et ils demandent des prix rémunérateurs. Et il n'y a effectivement rien sur la rémunération des paysans, rien sur leur surendettement, mais vraiment, est un drame pour la profession. Et si vous voulez, c'est la PAC. Là, on parle d'élections européennes. Le gros morceau qu'il s'agit de réformer, c'est la PAC, parce que la PAC reste
largement et de façon ample dans une logique de subvention à l'hectare. Alors qu'il faudrait passer, comme le demande par exemple la Confédération paysanne, ça ne se fait pas tout sur une seul. subvention à la main-d'œuvre. Ben non, il faut de la volonté politique. Et aujourd'hui, et là ce texte en plus, je veux dire, allège soi-disant des normes, mais en réalité facilite les entraves à l'environnement. C'est un texte qui aussi est problématique sur le plan environnemental. Vous disiez faciliter l'arrachage de haies, vous c'est trouvez pas Pas du tout, 14, mais pas du tout, il n'y a pas du tout ça. Article 14. Article Non, mais 14. vous ne trouvez pas que Les haies, l'environnement, il n'y a ça pas commence à bien d'arrachage. faire Mais non, comme mais disait un regardez. dénommé Sarkozy. Mais non, on est dans la 6e extinction Non, des mais là, je espèces vais de répondre masse, parce si vous que- voulez. Bon, allez, C'est énorme. Sandrine Lefeur. Il y a énormément de choses qui sont dites. J'espère que j'aurai un peu plus de temps de parole parce Oui, que mais j'ai pas trop non plus, parce qu'on va pas trois y passer personnes la contre journée, moi. hein. Non, mais plus sincèrement, dès 2017, on a quand même engagé un gros travail avec les agriculteurs parce que le gouvernement précédent de la gauche, d'ailleurs, n'avait pas réglé la question des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Donc dès 2017, on a eu les états généraux de l'alimentation. On a fait des lois Egalim 1, Egalim 2 qu'on a rectifiées. Cette loi LOA, elle s'inscrit dans tout ce travail-là qu'on a fait depuis un certain nombre d'années. On a eu une première réponse à la colère agricole avec les annonces du Premier ministre et la mise en application ensuite. Et cette loi-là, alors, elle n'a pas vocation à répondre à toutes les demandes et la colère. C'est une loi d'orientation. Donc, effectivement, il y a quelques mesures de simplification qui devaient passer par du législatif et qui n'a pas pu passer par du réglementaire, mais c'est bien une loi d'orientation agricole. Et donc, on a ce volet formation, orientation, installation, transmission, avec des mesures qui vont pouvoir, on l'espère, maintenir à 400 000 agriculteurs en France. Est-ce que le problème, Jean-Jacques Urvoas, c'est pas que justement on est dans une élection européenne que nous regardons sous un angle strictement national, le seul sujet étant le score de M. Bardella et de savoir quel sera l'écart avec la liste Renaissance, ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance parce que ces élections européennes sont singulières et que ce ne sera pas le même score forcément pour les présidentielles. Est-ce que le problème, c'est pas que par rapport à nos marges de manœuvre, on refuse d'intégrer la contrainte européenne, on refuse d'intégrer le fait que les agences de notation vont nous noter, et sans doute sévèrement, à cause de l'endettement exponentiel de la France. J'ai pas du tout l'impression que le gouvernement fait fi des agences de notation. J'ai même au contraire l'impression qu'il indexe souvent sa politique sur la crainte des agences de notation. Par contre, si vous voulez me faire dire que les élections européennes sont toujours des élections françaises, c'est évidemment constatable. Et c'est même regrettable. Probablement d'ailleurs sommes-nous l'un des pays qui nationalise le plus les élections européennes. Combien de vos téléspectateurs... Tout en prétendant gouverner l'Europe. Tout en prétendant gouverner Hollande et en étant une référence. Combien de nos téléspectateurs savent que dans cette élection, chaque parti désigne un futur dirigeant de l'Union européenne? On n'en parle jamais, on ne connaît même pas leur nom en France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement nos enjeux locaux. Et de ce point de vue, cher Hubert, vous n'êtes pas exempt de toute critique, puisque les médias aussi mettent la polarisation sur ce que vous venez de dire, la course de petits chevaux, entre savoir qui va arriver premier, qui va arriver deuxième. Il y a des enjeux européens qu'on ne peut pas discuter qu'entre des élections. C'est comme le paradoxe. On parle de l'Europe dans nos pays tout le temps. Oui. Les collectivités locales ont une activité permanente avec les fonds structurels européens, par exemple. Et aux élections européennes, on ne parle que de politique française. Pierre-Yves, parce que Pierre-Yves, il veut toujours plus d'argent, et donc il demandait la réforme de la PAC. Mais la réforme de la PAC, en fait... Non, mais la réforme, c'est pour reventiler l'argent. Oui, mais le rapport de force en Europe nous a été jusqu'à présent plutôt favorable sur la PAC. Alors ensuite, peut-être faut-il la redéployer autrement, mais en même temps, on est la dernière nation agricole en Europe. Le premier bénéficiaire et le second contributeur de la PAC. Mais ça tient à notre économie, ça tient peut-être aussi aux partis ou aux groupes dans lesquels siègent les Français. Parce que nous sommes dans un rapport de force européen. Si nous siégeons, si les Français siègent dans des partis qui ne représentent rien au plan européen, ils n'auront en l'occurrence Jordan Bardella. Il appartient à une formation politique qui aujourd'hui, et j'espère que ça va durer, ne pèse pas dans l'Union européenne. Et donc, si vous ne pouvez pas défendre les intérêts nationaux dans des groupes qui ne pèsent pas... En fait, Marion Maréchal est mieux placé que lui dans le parti je pense que les partis je pense que les partis de gouvernement, et singulièrement celui dont je suis le plus proche, le Parti socialiste, est mieux placé que le Rassemblement national.
Mais de toute façon, l'enjeu, là, ça ne va pas bouger énormément. Ou alors les conservateurs peuvent reprendre. Mais il y a des victoires aussi parlementaires qui sont liées à des parlementaires. Vous prenez par exemple Leïla Chaibi, qui est une députée insoumise au Parlement européen. Elle s'est battue pour qu'il y ait une directive qui permette d'accorder des droits liés au salariat aux travailleurs des plateformes comme Uber. Younous Omarji, député de La Réunion, lui, il s'est battu avec un amendement qui a fini par être adopté pour interdire la pêche électrique. Donc il y a aussi dans l'arène parlementaire européenne, quand on y siège, parce qu'il est vrai que Jordan Bardella n'y va absolument jamais, eh bien, des batailles que l'on peut gagner. Et que l'on peut gagner, je le pense, avec les parlementaires de l'Union populaire et de la France insoumise, parce qu'on a une liste très largement ouverte où il y a Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Sainte, Rima Hassan, la militante franco-palestinienne. Bref, il y a une perspective, positive. Non, mais il y a une perspective positive de proposition qui permet de s'inscrire dans un rapport de force européen, mais en même temps d'être aussi le relais de certaines luttes sociales et environnementales en France. Vous savez, les niveaux s'articulent entre eux. Et donc, il faut aller voter aux européennes. Je le dis parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Ça, vous pouvez le lire autant de fois que vous voulez. On passe à l'assurance chômage. Non, mais je le dis. Allez voter aux élections, en fait. L'assurance chômage. Bon, alors, la réforme de l'assurance chômage, elle est sur la table. Visiblement, ça passe mal, à commencer par la majorité, votre majorité, puisque Mme Braun-Pivet, Monsieur le grand, celui que j'ai appelé le grand Mamamouchi Bayrou, mais aussi, c'est qui le troisième Sacha Houlié, président de la commission des lois, excusez du peu, a émis des doutes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme de l'assurance chômage ? Je comprends leurs doutes. J'imagine que vous allez me dire. Il y a eu 2 réformes de l'assurance chômage depuis 2017, c'est la 3e, donc 3 réformes en 6 ans. Et même les économistes du ministère du Travail, j'imagine que tout le monde ici a lu le rapport de la DARES, 83 pages absolument passionnantes, disent que les 2 premières réformes ont été une catastrophe. Ça a été une catastrophe sociale. Les réformes de l'assurance chômage depuis 2017, elles ont défavorisé, le chômage a baissé. Elles ont défavorisé les plus jeunes, elles ont défavorisé les femmes, elles ont défavorisé les plus précaires. Là, cette 3e réforme qui nous est présentée, oui, mais à quel prix, Monsieur Coudurier ? Est-ce qu'on veut le même modèle que l'Allemagne, c'est-à-dire des gens qui sont payés 538 € par mois ? Arrêtez avec ça. Déjà, quand il y a eu les réformes Hartz, on disait c'est la paupérisation, qui guette. Mais en réalité, les Allemands, le pouvoir d'achat des Allemands est plus élevé que celui des Français. Il nous a déposé d'un cas économique. 52% des Français sont favorables à la réforme de l'assurance chômage et trouvent qu'on a trop en Allemagne, ça fait 20 ans que les mêmes prédicats idéologiques sont appliqués aux réformes de l'assurance chômage et ça fait 20 ans que les travailleurs sont précarisés. Les sociodémocrates sont quand même sans doute allemands, peut-être un peu plus réalistes que vous, non ? Moi, je vois les résultats, et les résultats que je vois, c'est que c'est une aberration économique. Ils ont un à 538 € par mois, Monsieur Courdulier, vous achetez pas une Mercedes. Donc, je vois pas l'intérêt ni pour les travailleurs précarisés, ni pour l'économie allemande qui patine. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ce mythe là du chômeur optimisateur qui va se dire tiens, je vais profiter jusqu'au bout de mon chômage. Ça n'existe pas. Esther Duflo, on peut être fier, elle est prix Nobel d'économie en France. Elle dit la protection sociale, ça n'a aucunement un frein pour le retour à l'emploi. Et c'est ce qu'on voit avec l'étude dont il parlait. Il n'y a pas de retour à l'emploi. Réduire l'endettement, écoutez, il faut qu'il y ait moins de chômeurs. Bon, d'ailleurs, ça c'est aussi directive, vous êtes d'accord, Hubert Coudurier, de la Commission européenne qui dit à Macron en mai 2022, vous devez faire 80 milliards d'économies sur la protection sociale, l'emploi, les retraites. Et parlons des retraites. Parce que là, on baisse la durée d'indemnisation. Mais si, parce que retraite à 64 ans, avec baisse de la durée d'indemnisation pour les seniors qui sont à la retraite, on va en plonger un tas au RSA. Et d'ailleurs, c'est ce qui a déjà eu lieu l'an dernier pour un tas de monde. C'est 400 000 personnes qui sont passées du chômage au RSA. Donc c'est une politique de violence sociale. Les mêmes arguments. Vous êtes jamais d'accord. Vous avez le droit. J'ai un exemple assez simple, c'est le secteur du bâtiment, nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs. On a, pour la prime Rénov', on est passé de 650 millions à 5 milliards pour ma prime Rénov'. Donc on va avoir, on avait 70 000 logements qui étaient rénovés, on va passer à 700 000. Donc on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin que nos artisans puissent trouver des gens pour rénover ces maisons-là. C'est un grand plan de rénovation qui a été mis en œuvre et on a besoin, on n'est pas au plein emploi, c'est pas une réforme financière, c'est une réforme de plein emploi et on a besoin d'arriver aux 5% de plein emploi. Nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs nous demandent
des gens pour travailler. Le but, si c'est d'arriver à 5% de chômeurs, c'est aussi financier. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse... que ça coûte moins cher, que l'État se désendette. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Mais en fait, cet endettement, monsieur le professeur, il devient un vrai problème politique aujourd'hui, puisque les Républicains menacent de faire une motion de censure. C'est un peu l'Arlésienne des Républicains, mais ça va peut-être finir par arriver. Moi, je veux bien prendre le pari. L'épreuve de vérité. Je veux bien prendre le pari avec vous que la question de la censure va être posée, que c'est une question de semaine. Puisque le groupe des LR s'est réuni avant-hier et a consacré 20 minutes de sa réunion à savoir non pas est-ce qu'il déposait une motion de censure, mais à quel moment la déposait-il ? Parce que, si j'ai bien compris, ça devient un problème d'identité maintenant pour les Républicains, de savoir où ils habitent. Je pense que il y a une question qui est, me semble-t-il, à double face. Il y a d'abord, vous l'avez raison, une question de l'utilité des LR. À quoi servent les 62 députés LR, puisqu'ils ne sont pas contents du gouvernement, mais en même temps, ils ne le renversent pas. Et ça, c'est le premier enjeu, où ils votent les textes du gouvernement, qui sont d'inspiration sur lesquels ils s'y trouvent. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la censure est votée ? Puisque si les LR déposent une motion de censure, à condition qu'ils réunissent les 58 députés, ils sont 62. N'allons pas si vite, parce qu'il faut qu'on tienne encore jusqu'à la fin de l'émission. Allez-y, n'hésitez pas à m'interrompre. Non, comme ça, je peux bâtir un raisonnement cohérent, il n'y a aucun problème. Non, je décortique. En réalité, ils n'auront peut-être pas tous les députés LR pour voter la censure, car certains sont quand même très macronistes. Donc la question, c'est qu'on a besoin de vous pour que ça chute. Non, Lyot suffit. Lyot, à toutes les sauces. Chacun comprenne bien. Il y a des députés qui se rassemblent par une intention simplement de peser, qui n'ont pas de point commun entre eux, mais dont certains ont déjà voté la censure à l'occasion des précédentes réformes. Et ceux-là feront la maille pour que les 58 soient atteints. Et de fait, vous avez évidemment raison. Le vrai sujet, c'est que si les LR prennent l'initiative d'une motion de censure, la probabilité que les groupes d'opposition, que les oppositions, se retrouvent pour la voter, ce qui rendrait donc le gouvernement minoritaire. Mais tout de même, et là, j'écoute vos beaux discours, on entre dans un cercle quand même un peu vicieux, parce que est-ce qu'on va vers une dissolution automatique ? Comment ça se passe ensuite ? Non, c'est pas automatique. La dissolution ne vient que par décision du président de la République. Ce qui est automatique, c'est la démission du Premier ministre. Et là, si vous me permettez, je vais le faire en 3 mots. Il y a 3 hypothèses. La censure est votée, ce qui ne s'est jamais arrivé depuis le 5 octobre 1962. Ça serait donc une réactualisation du droit constitutionnel. L'universitaire que je suis en est ravi. Très bien. On est ravis aussi. La censure est votée, très bien. Première hypothèse, le gouvernement, le président de la République confirme, Gabriel Attal, ce que le président de Gaulle avait fait avec Georges Pompidou en octobre 62. Réplique immédiate, nouvelle motion de censure. Une fois qu'elle est votée, une deuxième sera votée. Donc probablement qu'une censure votée, c'est la fin de Gabriel Attal. Deuxième hypothèse, le gouvernement est renversé, et là, la main est tendue au LR. Alors attendez, le score d'abord. Non, la main est tendue à LR. Est-ce que LR censure pour gouverner ? Ah oui. Auquel cas, il faut trouver à l'intérieur des Républicains quelqu'un qui peut présider le gouvernement. Le nom qui est aujourd'hui le plus régulièrement avancé, sans qu'il ne le demande d'ailleurs, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui dès lors se retrouverait à la tête d'une majorité Renaissance LR. LR, après avoir voté une motion de censure, ne va pas s'acoquiner comme ça, sans garantie. Ça s'appelle un contrat de législature. Ça s'appelle un contrat de législature dans une majorité qui est relative. C'est ce que font les Danois tous les ans, c'est ce que font les Suédois régulièrement, c'est ce que font en fait les pays scandinaves qui gouvernent de manière permanente. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes observateur ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, déjà, la France Insoumise et je pense l'ensemble des députés de la NUPES proposeront une motion de censure parce que, je veux dire, là, ce dont il est question, là d'où ça part, c'est ce dont je parlais par rapport à la Commission européenne et au plan d'austérité. Il y a pour 10 milliards là, de baisse de dépenses publiques. Ça fait dans le ministère que vous avez dirigé à peu près 300 postes en moins. Dans la recherche, 7500, 3000 dans l'éducation. C'est le début. 50 milliards sur 3 ans, a dit le président de la Cour des comptes. Vous savez, ceux qui nous écoutent, ils savent que les services publics sont déjà dans un mauvais état. Donc ça n'améliorera en rien cela. Alors que nous pourrions, et c'était dans le programme de la NUPES, trouver d'autres ressources fiscales. Par exemple, en supprimant le CICE, par exemple, en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune, par exemple, en taxant les transactions financières. Et rien qu'en vous disant ces 3 choses, on est déjà à 30 milliards. Donc, si vous voulez, il faut arrêter le dogmatisme libéral qui fait qu'il n'y aurait qu'une solution, toujours moins de dépenses et toujours moins de services, et le pays qui est malheureux. Il faut autre chose. Donc, la motion de censure, elle viendra aussi de la gauche. Bon, Tristan Fauveau, on voit quand même que le Parti socialiste redresse doucement la tête. Un candidat qui se débrouille pas mal, M. Glucksmann. On dit qu'en Europe, peut-être, on va voir revenir, une fois que les populistes seront passés, mais enfin, on n'en est pas encore là,
un rééquilibrage ou un retour de la bipolarisation du rapport droite-gauche. Ça vous paraît envisageable ? Ce qui est certain, c'est que pour les élections européennes qui arrivent, mais Jean-Jacques Urvoas y a fait allusion indirectement, on est le seul groupe qui est en capacité aujourd'hui de faire basculer le Parlement européen, puisqu'on est à quelques sièges de pouvoir avoir la majorité au Parlement européen, et que cette élection se joue en particulier en France. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a un temps de retard. On en est à s'interroger sur l'arrivée de la marée populiste Le Pen, alors qu'en Europe, on est déjà en train de passer à autre chose ? Non, ils sont déjà en cogestion finalement pour décider de la commission, le groupe du Parti Socialiste et le groupe du PP. Sans Nicolas Schmit, commissaire européen au travail, la directive sur les VTC ne serait jamais passée puisque la Chablis n'avait pas la capacité de les faire passer, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure. Non, je ne sais pas si on a un temps de retard. Je crois qu'il y a une attente. Je crois qu'il y a une attente vis-à-vis de la gauche dans ce pays. Je crois que le Parti Socialiste et Raphaël Glucksmann... Il ne faut pas non plus... Oui, très bien. Mais je crois qu'il y a... Ça participe surtout. Et vous, on va voir à combien vous allez redescendre. C'est le printemps, on peut croire quand même aux bourgeons. Oui. Le 9 juin, il faut être... Alors justement, excusez-moi de déchauder un peu vos... Non, vous les échaudez pas. Je crois qu'il y a une attente de gauche. Elle se traduit pas uniquement vis-à-vis du Parti Socialiste, puisque les écologistes, les insoumis et les communistes ont aussi présenté des listes. Simplement, je crois qu'il y a aussi un besoin de rééquilibrage au sein du champ politique à gauche. Et je crois que ce rééquilibrage est en train de s'opérer au profit du Parti Socialiste. Et à votre détriment. Oh, bah, ça, on verra. Mais attendez, savez, juste, je disais doucher vos enthousiasmes. Mais c'est le premier tour de pas par rapport à la poussée de la gauche. Mais Éric Ciotti la récemment a laissé filtrer dans un petit déjeuner auquel je participais, mais ensuite c'est sorti dans la presse qu'il y a un sondage qui montrait qu'en cas de dissolution, eh bien ce serait un raz-de-marée du Rassemblement national. Alors certains le contestent en disant oui, c'est un sondage global, c'est pas circonscription par circonscription. Malgré tout, le risque existe. Là-dedans, quel peut être le jeu du président de la République ? Est-ce qu'il a plus intérêt au contrat de gouvernement dont vous parliez ? Mais enfin, on en revient à la jurisprudence Sarkozy, c'est ce que voulait faire Sarkozy. Ou bien, est-ce qu'il se dit, allez, moi je renverse la table, et puis... Je ne sais pas, demander à des députés qui soutiennent, comment ils vivent ça ? Non, mais aujourd'hui, on ne connaît pas la décision du président de la République et on ne peut pas décider quoi que ce soit à sa place. En tout cas, ce qu'on peut voir des sondages, moi je me méfie toujours des sondages parce qu'on voit bien que on se méfie toujours des sondages, mais on le passe notre temps à les Rassemblement regarder. national est toujours très très haut dans les sondages, notamment pour les présidentielles. Et lorsqu'il s'agit de voter, ça ne se traduit pas dans les votes. Mais c'est vrai qu'on sent une montée du Rassemblement national. Je pense que personne ici ne peut le nier. Et qu'il y a cette crainte qu'en cas de dissolution, on ait beaucoup plus de députés du Rassemblement national. Vous dites le président de la République n'est pas le maître des horloges, il court après les crises, il a quand même des leviers institutionnels. Oui, mais je pense qu'il n'est pas de son intérêt, et je pense que c'est une boussole qui doit quand même l'importer, c'est pas de son intérêt de dissoudre, parce que de deux choses l'une, soit le Rassemblement national est majoritaire, et de fait, il prétendra à gouverner, ce qui met le président de la République dans une situation de cohabitation pendant les 2 ans qui viennent, et je ne suis pas sûr qu'il ait envie de cela, ou 3 ans, pas envie qu'il ait de cela, parce qu'il prétend vouloir gouverner jusqu'au dernier moment, donc c'est pas son intérêt. Mais dissoudre avec un RN qui ne serait pas majoritaire est peut-être une situation encore pire, parce que ça sous-entendrait que les Républicains reviendront à peu près au niveau, si on en croit le sondage que vous évoquiez, au niveau qu'ils sont, et ceux qui perdent des sièges, c'est Renaissance et la gauche. Donc le gouvernement se retrouverait appuyé sur une majorité qui serait plus restreinte qu'aujourd'hui. Donc ça rendrait encore plus dur. Et le président de la République a un argument que n'avaient pas ses prédécesseurs, qu'il ne peut pas utiliser, c'est qu'il ne peut pas dire « je démissionne ». De Gaulle, dans une situation comparable, aurait dit « je démissionne ». Mais là, le président de la République, s'il démissionne, comme il ne peut pas se représenter, c'est la fin de son mandat. Écoutez, sur l'immigration, le chef de l'État a pu se prévaloir du Conseil constitutionnel pour ne pas accepter le diktat, finalement, des Républicains. Oui. Mais là, il serait quand même obligé de passer un peu sous leur fourche codine pour, justement, s'il ne veut pas dissoudre. Ah ben non, le président de la République peut parfaitement... Non, parce qu'ils mettent des exigences très claires sur les LR, sur la réduction de l'endettement. Oui, mais le président de la République n'a pas beaucoup de marge de manœuvre s'il veut élargir sa majorité. S'il veut continuer à gouverner, il va bien falloir qu'il prenne acte du fait que les seuls qui sont disponibles pour travailler avec lui, c'est les Républicains. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Le Parti socialiste, aujourd'hui, ne souhaite pas du tout et ne s'engage pas du tout dans une gouvernance en responsabilité. Il s'acoquine avec la NUPES, la France insoumise, qui ne sont pas du tout, on le voit bien, le comportement dans l'hémicycle de la France insoumise. Mais Tristan a l'air de dire que ça va changer, c'est votre que François Hollande... Tristan Fauveau. Le comportement de la France insoumise dans l'hémicycle, vous ne sont pas violentés, ça c'est un vrai problème. J'ai dit Tristan Hollande, Tristan Fauveau. François Hollande. C'est flatteur pour les deux. François Hollande va-t-il revenir ? C'est une bonne question, ça lui appartient. La question, c'est de savoir si on souhaite qu'il revienne.
Il y a des sagas qu'à mon avis, il est temps de tourner, des pages qu'il est temps de tourner. Je suis pas certain que le rôle de François Hollande... Non, mais c'est pas ça. François Hollande, j'ai beaucoup de respect et pour son mandat et pour son bilan. Je m'y retrouve en très grande partie. J'ai aucune difficulté à l'assumer. Je crois pas que ce soit son rôle aujourd'hui. Je crois que François Hollande aujourd'hui il a un rôle d'aiguillon, également pour une partie de la gauche. Ça fera mal à Pierre-Yves Cadin de l'entendre. Mais sur les questions internationales, je crois que l'histoire lui a donné raison. Sur l'équilibre des comptes publics, l'histoire lui a donné raison, en très grande partie. Simplement, je crois qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui au Parti socialiste qui s'est engagée, qui a remonté le parti, qui aujourd'hui porte ses couleurs aux élections européennes et qui est très en mesure d'avancer avec le regard bienveillant de François Hollande, mais dans un autre rôle, me semble-t-il. Très bien. Merci. Merci Sandrine Lefeur. Merci Jean-Jacques Urvoas. Merci beaucoup. Pierre-Yves Cadalin. Merci Tristan Fauveau. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Le Café du Commerce continue. Et portez-vous bien et bon week-end.